Rebonjour à tous, j'ai maintenant le plaisir d'accueillir tout d'abord Sophie Monnier. Bonjour Sophie, Bonjour, vous êtes associée et cofondatrice de Findle et j'ai aussi avec moi Olivier Gonod, vous êtes le directeur de Findle. Voilà, enchantée. enchantée, Merci de nous Et accueillir. je vous en prie, on vous écoute. Voilà. Donc, on est ici aujourd'hui avec vous pour un sujet qui nous tient à cœur. On a choisi d'échanger autour de l'IA, donc, que vous avez déjà abordé dans les précédents échanges, mais avec un angle qui nous interroge sur l'IA. Est-ce une réalité opérationnelle ou bien un effet d'annonce? Voilà, donc c'est notre thème aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce thème-là? Parce que l'IA, elle est partout, elle est devenue carrément incontournable. Dans notre écosystème, hein, en supply chain, les éditeurs en supply en parlent, l'ont mise dans leur roadmap, ont déjà des briques qui peuvent l'adresser. On se retrouve aussi avec des startups qui au départ s'emparaient de petits cas d'usage, faisaient des POC, mais qui sont passés à l'échelle. Et puis d'un autre côté, on a les industriels et les distributeurs, on le voyait dans une interview précédente, qui eux aussi s'intéressent au sujet et font plus que s'intéresser, puisqu'ils se structurent et font en sorte d'y aller. Et donc, dans ce contexte, une récente étude de PwC indique que 72%, je crois, des directeurs supply chain croient en l'IA, pensent qu'elle va apporter de la valeur. Alors, apporter de la valeur, que ce soit performance, robustesse, qualité, service client, et donc veulent y aller davantage que ce qu'ils y sont aujourd'hui. Et donc, dans ce contexte, nous, Findle, en tant que cabinet de conseil en supply chain, on s'interroge sur qu'est-ce qui est réalité opérationnelle, qu'est-ce qui est effet d'annonce. Voilà, et donc dans la suite, quand on parlera de réalité opérationnelle, en fait, on entendra plusieurs choses. Un, que les solutions sont passées à l'échelle, qu'elles sont adoptées par les utilisateurs et qu'elles ont fait preuve de ROI. Dans notre webinaire, on a choisi deux axes. On va donc fonctionner en deux étapes. Une première autour des cas d'usage, sont-ils matures? Et puis une deuxième étape qui sera davantage orientée autour des facteurs de succès. Finalement, qu'est-ce qui fait qu'un même cas d'usage peut rentrer dans les mœurs chez certains et rester dans un état de POC chez d'autres? Et alors c'est vrai qu'il y a des cas d'usage qui sont matures et d'autres moins, comme disait Sophie. Je vais commencer par quelques cas d'usage dont on peut dire qu'ils sont vraiment une réalité opérationnelle. Forcément, on s'en doute, c'est d'abord dans le domaine de la prévision des ventes que l'IA a apporté de la valeur, puisque ça apporte une fiabilité de plus 20 à 50% suivant les cas. Et puis, ça a commencé, voilà, notamment dans tout ce qui est correction d'historique. Une vente passée qui était proche de 0 à 0 parce qu'il y a eu une cannibalisation à cause d'un autre produit qui a été lancé, ou la concurrence, ou parce que tout simplement il y avait une pénurie de stock. Et bien aujourd'hui, l'IA peut détecter automatiquement ce qu'ils appellent des outliers, hein, des points aliens, on va dire, et les corriger de façon à ce que le calcul ne reproduise pas dans le futur cette anomalie. Et donc ça apporte beaucoup de valeur, bien sûr, pour les demand planners, mais ça va beaucoup plus loin, c'est-à-dire que hier, les modèles statistiques faisaient des calculs de prévision sur la base de l'historique, et maintenant, c'est en plus enrichi d'événements passés ou à venir. Par exemple, ça va prendre en compte la météo à venir, hein, pour peu qu'elle soit fiable. Ça va prendre en compte des événements sportifs, les effets de prix, et même des commentaires sur les réseaux sociaux. Parce que en fait, l'IA peut établir des corrélations entre ce que les gens disent en discutant et l'impact sur les ventes. Donc ça, c'est assez fort quand même. Bien sûr, ça anticipe beaucoup mieux, ça prévoit beaucoup mieux l'impact des promotions commerciales, et ça peut faire des recommandations très, très fiables de profils de produits référents, hein, pour des lancements de produits. Effectivement, un produit, ce qui va commencer fort ou pas très fort, il va aller plus ou moins vite. Et donc ça, quand on lance un produit, quel niveau de stock qu'on veut apporter au début, c'est quand même des questions importantes qu'on se pose. Au-delà de tous les sujets de prévision, ça apporte beaucoup également dans tout ce qui est pilotage des stocks. Ça veut dire qu'il y a des éditeurs qui établissent des calculs probabilistes de niveau de stock. Ils font des scénarios et puis ils optimisent ça beaucoup mieux qu'avant avec l'IA. Et si on va au niveau transport, par exemple, il y a des éditeurs qui ont largement apporté pour fiabiliser l'ETA. Je pense à VK, par exemple, qui annoncent qu'ils veulent être le meilleur calculateur d'ETA. C'est leur cheval de bataille, pardon. Et après, il n'y a pas que le transport ou la planification.
En milieu industriel, bien sûr, les éditeurs de GMAO, ils arrivent à prendre en compte l'historique des opérations réalisées sur un équipement, sur une machine, des heures de fabrication, des heures de préparation, et puis ils font des corrélations entre cette activité sur les machines et toutes les pannes qu'il y a pu avoir, toutes les pièces qui ont pu être changées, et font les meilleures recommandations pour dire ici, il faut faire une maintenance, donc du prédictif. Toujours en milieu industriel ou ultra-logistique, il y a des cobots, il y a des robots autonomes, etc. Et en fait, ils apprennent de plus en plus les gestes humains pour les reproduire de façon autonome. Donc là, on comprend bien l'apport en productivité. Et puis, il n'y a pas que les métiers opérationnels, il y a aussi les métiers plutôt du service client ou de la DV, et eux sont largement aidés dans tout ce qui est traitement documentaire, les contrats, les commandes, les modifications de commandes, etc. Donc tout ça, ce sont des cas d'usage qui sont vraiment opérationnels, qui fonctionnent, hein, on n'est pas au stade du prototype. Par contre, il y a aussi des cas d'usage dont on entend beaucoup parler, sur lesquels il y a beaucoup d'efforts qui sont mis, il y a des POC, il y a des pilotes, mais qui ne sont pas encore complètement réalité opérationnelle. Et là, je pense par exemple aux jumeaux numériques en supply chain. Alors, il y a beaucoup de tests qui sont faits, hein, c'est pas la question, mais si on se raccroche à la définition du Gartner qui dit qu'un jumeau numérique qui est doté d'IA en supply chain, qui est end-to-end, qui a une précision, une maille de détail importante, qui va des fournisseurs, la production, les appros, les stocks, les livraisons, les clients jusqu'au bout, et qui en plus permet de faire des dizaines, peut-être des centaines de scénarios tous les jours. On joue avec ces scénarios, on a des alertes, des recommandations, et l'IA propose le meilleur des scénarios. Voilà, si on avait tout ça, on aurait des vrais jumeaux numériques supply chain au quotidien, opérationnel. On n'en est pas encore là. Le jour où on aura ça un peu en produit sur l'étagère, ce sera une grande avancée, et même quand on aura ça, on pourra dire qu'on n'est pas très loin non plus de la supply chain autonome, qui décide de bout en bout qu'est-ce qu'elle doit faire en termes de REA Pro, de déclenchement d'OF, etc. Dans ces différents cas là que Olivier mentionnait, ce qu'on voit en fait, c'est que finalement, ce qui ne fonctionnait pas hier peut fonctionner demain, et qu'il y a technologiquement des progrès sans arrêt. Et donc, on n'a pas de limite forte technologique, ou en tout cas, ce qui n'est pas là, viendra à un moment donné. Et donc, on s'est posé une deuxième question. On a vraiment à cœur que les projets réussissent et apportent leurs résultats. Et donc, qu'est-ce qui fait finalement, une fois qu'on a la base et le socle de faisabilité technique, qu'un sujet va percer et rentrer dans les mœurs? Et donc, on a choisi 3 critères qui sont pour nous importants. Le premier, c'est l'importance de l'alignement entre la technique, l'IT et les métiers. Le deuxième, c'est la façon de mener les projets, qui pour nous est un élément clé dans la réussite de ces sujets d'IA. Et le troisième sujet, c'est l'adoption par les utilisateurs. Donc, je vous propose de commencer par le premier axe, l'alignement entre l'IT et les métiers. Alors, sur nos sujets supply, on est sur des processus qui sont particulièrement critiques. Et donc, sur ces processus, c'est important qu'on ait une compréhension fine des réalités terrain, et il y a une forte technicité. Et donc, dans ce contexte, la collaboration IT-métier, elle est essentielle. Le métier va apporter l'expression de qu'est-ce qu'ils attendent, quel est le besoin, quels sont les enjeux, quelles sont les contraintes, qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à tel ou tel sujet. Et donc, le fait d'avoir une première approche, un premier cas d'usage pertinent, va donner envie, par effet boule de neige, d'aller sur d'autres cas et de trouver des sujets adaptés pour permettre d'avoir un appui de l'intelligence artificielle en arrière-plan. Côté IT, on a plusieurs niveaux. Le premier, on en a parlé tout à l'heure dans le cadre des prévisions, c'est la qualité et la fiabilité de la donnée. Cette donnée, quelle que soit la puissance de l'IA, si la donnée de base elle est trop limitée, si elle est bruitée, si elle est incomplète, on va avoir des difficultés à sortir des choses qui sont intéressantes. Et donc, dans ce contexte-là, la collaboration à nouveau métier-IT est importante pour venir comprendre et enrichir, en parallèle, bien sûr, de l'IA qui elle-même s'auto-enrichira sur ces sujets de qualité de données. Une fois qu'on a la donnée, il y a une importance de structurer la donnée. Et donc, à nouveau, les architectes, d'un point de vue IT, deviennent des ressources clés dans les entreprises, parce que c'est eux qui vont permettre de structurer cette donnée pour qu'elle puisse être interrogée facilement, pour que, quand quelqu'un a un besoin, on puisse rapidement avoir une réponse, et puis pour aussi
qu'une fois qu'on a fait un POC, ce POC soit scalable. Et donc ça, ces choix d'architecture sont des choix qui sont assez essentiels et sur lesquels on voit de réelles différences d'adoption au sein des équipes. Le troisième point, il va être autour de l'intégration avec les outils qui sont actuellement présents. Et ce point-là, il deviendra de plus en plus important. Pourquoi ? Parce que l'IA, elle devient aussi un acteur et elle va vouloir faire des préconisations, elle le fait déjà, mais ces préconisations, elle va pouvoir les transformer en action sur un certain nombre d'éléments. Et si on veut qu'elle puisse être transformée en action, il faut qu'elle soit directement connectée avec les outils opérationnels, non seulement pour capter de la donnée, mais aussi pour agir. Et donc ce dernier point, c'est un point qui est très important, donc un gros travail d'architecture, de connexion avec les outils actuels. Pour conclure là-dessus, au-delà de la technique, on a toute la partie gouvernance, collaboration, et donc on n'a pas d'un côté l'IT qui est un appui technique et de l'autre le métier qui définit son besoin, mais on a besoin d'une collaboration qui est de plus en plus forte, d'une façon commune de partager, d'une gouvernance qui soit à la fois agile et éclairée. Et c'est donc ce premier point qu'on voulait développer, alignement, IT et métier. Je passe la main à Olivier. Et voilà, donc il y a un second point, effectivement, c'est le pilotage des projets. Le projet d'intégration d'une solution dotée d'IA en supply chain et en logistique. Qu'est-ce qui va faire qu'à l'issue du projet, ça peut devenir une réalité opérationnelle. Déjà, l'approche projet, elle est par elle-même perturbante à cause même de l'IA, par la nature même de l'IA en fait. Dans tous les projets supply logistique, je prends un exemple, voilà, un projet où vous mettez en place un MRP par exemple, eh bien, l'approche est déterministe. On s'attend à ce que la solution, elle fasse ce qu'on lui a demandé. Il y a des opérations X plus Y, on veut que ça fasse Z. Et dans le cas de l'IA, c'est différent. En fait, on est dans des projets où on veut que X plus Y fasse T, T étant meilleur que Z. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'en fait, on va tester quelque chose dont on ne sait pas ce qu'on veut exactement. On veut que ce soit mieux qu'avant. Et puis en plus, l'IA va donner un résultat. Donc de petit à petit, elle va apprendre, elle va s'améliorer. Mais elle va donner un résultat qu'elle ne va pas expliquer. Elle ne va pas se justifier. Donc en fait, on va voir que ça s'améliore quand même, mais ce ne sera pas justifié par un calcul. Alors que si on le voulait, pour reprendre l'exemple du MRP, on peut refaire un MRP à la main. Je veux dire, c'est faisable, quoi. Et donc ça, c'est quand même très perturbant. D'autant plus que une fois qu'on a fait la phase de test, on peut pas dire que c'est fini, c'est plié, j'ai testé et c'est bon. Non, parce qu'en fait, un jour après, une semaine après, un mois après, l'IA va encore apprendre et elle sera encore meilleure que la veille. Donc en fait, on peut pas dire qu'on fait une phase de projet de test en particulier, qui est une phase critique, comme on le faisait avant pour les projets classiques. Donc au final, l'approche, elle est complètement empirique. C'est la confiance qui se gagne avec l'IA. Et c'est pour ça qu'il y a des éditeurs comme VK, par exemple, qui recommandent de commencer par un petit périmètre pour gagner la confiance de l'IA au fur et à mesure, et que petit à petit, la confiance elle se développe au fur et à mesure qu'on fasse des POC et des pilotes et des tests, et qu'on accepte que l'IA prenne sa place, en fait, en quelque sorte. Et au final, et c'est le point suivant, il y a une grosse part de conduite du changement qui va permettre qu'un cas d'usage soit une réalité opérationnelle. Et ce sera aussi la capacité qu'auront les organisations à considérer que l'IA peut être un énième acteur dans l'équipe, un énième collaborateur. Et là, j'ai envie de vous citer un passage du film 2001, l'Odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick. L'ordinateur s'appelle HAL, H-A-L, donc c'est un ordinateur doté d'IA, et il a annoncé dès le film comme étant le 6e passager de l'équipage. Et je cite, « La série de superordinateurs HAL est la plus perfectionnée qu'on connaisse. Elle n'a jamais fait d'erreur, ni même déformé un renseignement. Elle est incapable de se tromper. » Et il annonce, le superordinateur, « Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar. L'élément AE35 doit cesser de fonctionner dans 72 heures. Il fonctionnera à 100% jusqu'à son arrêt total. Ce chiffre est exact et invariable. » Et le cosmonaute de répondre, d'accord, on va être obligé de démonter l'antenne. Alors, un planificateur, il est un peu comme ce cosmonaute. Il se voit dicter des ordres par une machine, des ordres qui sont complètement intransigeants. Et ça veut dire que dès 1968, le film illustrait déjà l'importance de l'humain dans ce type de projet. Est-ce qu'on est capable de considérer l'IA comme un collaborateur
fiable et digne de confiance qui va nous dicter des ordres ou au moins des recommandations très fortes. Et donc c'est pour ça que finalement l'accompagnement au changement c'est quelque chose d'extrêmement important, en plus de la techno, en plus des données, en plus de l'intégration. Il faut sûrement se poser des questions sur l'évolution des métiers, des compétences et même de l'état d'esprit des collaborateurs. On peut passer peut-être à la conclusion. 3 convictions que vous voulez vous partager. Le premier, c'est que l'IA, ce n'est pas une fin en soi. C'est important de choisir les sujets sur lesquels on veut développer, on pense que c'est pertinent de développer de l'IA, notamment parce qu'aussi, il faut être un petit peu raisonnable et durable, et il n'est pas nécessaire d'en mettre partout. Il faut cibler les sujets sur lesquels ça a le plus de valeur. Le deuxième point, c'est que l'IA, telle qu'on l'imagine aujourd'hui, n'est pas ce qu'elle sera demain. C'est comme ce qu'on a vécu avec la téléphonie mobile, le e-commerce, etc. Et donc, dans cette logique, l'IA est en mouvement, et c'est important à côté de pouvoir être agile et de pouvoir saisir les opportunités. Le troisième point, et je rebondis sur ce que mentionnait Olivier précédemment, c'est que l'IA, elle ne va pas remplacer l'humain. Elle va renforcer la collaboration entre les équipes métiers et leurs outils, et elles vont faire intervenir une personne en plus autour de la table, qui sera l'IA, et cette collaboration, elle ne va cesser de se développer en laissant une bonne place donc, à nos équipes supply. Voilà. Merci. On a un internaute qui a une question pour vous et qui se demande quels critères et indicateurs vous utilisez pour distinguer d'un côté des applications réellement opérationnelles de l'IA et de l'autre des simples effets d'annonce technologiques. Oui. Alors en tant que... En tant qu'indicateur, déjà ce qu'on va aller regarder, c'est est-ce que la solution, elle arrive à être durable et pérenne. C'est-à-dire que, est-ce que j'en fais une application un jour J où je me lance et je regarde les résultats, ou est-ce que finalement elle est rentrée dans les mœurs. Donc en fait, c'est le fait d'être approprié et d'être réutilisé de façon régulière et proactive par les équipes. Je pense que c'est un des points qui est important sur le côté utilisation. Puis après, il y a la réponse à est-ce qu'il y a de la performance derrière, qu'est-ce qu'elle apporte. Alors performance qui peut être sous forme de résultats économiques, de robustesse, de qualité, etc. Et donc là-dessus, les indicateurs qui vont être utilisés, ça va être des indicateurs classiques qui permettent de mesurer la viabilité des solutions qui sont proposées. Et donc on retombe sur les indicateurs qui seront à définir en fonction de chaque enjeu et objectif. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. On marque une courte page de pause encore avant l'arrivée de notre troisième intervenant. Merci encore. Merci à vous.